22h30, comme chaque soir, l'invité de 22h Max. Ce soir, l'homme qui attaque en justice le texte anti-abaya. Bonsoir, maître Brengart. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes l'avocat de l'association Action Droit des Musulmans. Vous avez plaidé cet après-midi devant le Conseil d'État pour demander qu'on suspende l'interdiction de l'abaya à l'école. Si je vous donne 30 secondes pour résumer votre plaidoirie, ça donne quoi ? Ça donne impossible à résumer puisque l'audience a duré près d'1h45. Donc la richesse des arguments m'empêcherait de pouvoir tout résumer en 30 Mais secondes. le principal argument pour vous ? Le principal argument, c'est que l'abaya n'est pas définie par le pouvoir exécutif et qu'en plus, c'est une interdiction qui ne trouve aucunement à se justifier si ce n'est par un pur effet d'annonce politique. Bon, alors, première chose, vous dites impossible à définir l'abaya. C'est-à-dire que dans les textes, notamment publiés, évidemment, parce que c'est ça qui nous intéresse, par Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, vous dites on n'a aucune définition précise de l'abaya. C'est ce que nous avons fait valoir à l'appui de notre requête pour pointer notamment le risque d'arbitraire dans la manière dont cette interdiction est aujourd'hui appliquée. C'est effectivement, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas défini ce que pourrait être l'abaya. Et on voit d'ailleurs à travers non seulement des témoignages qu'on a d'ores et déjà pu avoir, que des élèves qui pouvaient porter des vêtements qui pouvaient être des vêtements amples, ont été privés de la possibilité de rejoindre normalement les lieux et les établissements scolaires, alors même qu'on ne pouvait pas considérer qu'elles portaient véritablement des abayas. Donc il y a véritablement une difficulté en termes d'appréciation discrétionnaire aujourd'hui de la part des chefs d'établissement, compte tenu encore une fois de l'absence de définition de l'abaya par le ministère de l'Éducation nationale. Premier argument sur la table, et je sens déjà Christophe Barbier qui veut réagir. Oui, deux choses. D'abord, je trouve que la circulaire permet aux chefs d'établissement de s'adosser à un texte réglementaire et après de faire jouer leur connaissance des individus. Ils savent qui est prosélyte et qui n'est pas une jeune fille du tout dans le prosélytisme. Ils savent distinguer une robe d'une abaya et un vêtement long d'un vêtement religieux. Et puis parfois, il y a une hésitation, il y a la discussion, il peut y avoir le bénéfice du doute. Moi, je suis plutôt favorable à ce bénéfice du doute. Priorité à la scolarité. Et pour les entêtés, il y a éventuellement le recours en justice. Et puis sinon, il y a les écoles confessionnelles. Je crois que vous dites dans votre démarche auprès du Conseil d'État que c'est une circulaire, une interdiction qui désigne les élèves musulmanes et qui donc crée une discrimination. Si ça désigne les élèves musulmanes, c'est donc bien que l'abaya est un vêtement religieux. Si c'est un vêtement religieux dont le port donne ma religion, il n'a pas sa place, selon la loi de mars 2004, dans une école. Donc ce que vous devriez faire, en fait, c'est une QPC devant le Conseil constitutionnel pour abroger. Question prioritaire de constitutionnalité. Pour abroger la loi de 2004, parce que votre problème, c'est la loi de 2004, c'est pas l'abaya. Alors le problème n'est pas la loi de 2004. Le problème est véritablement l'interdiction de principe qui a été édictée par le ministère de l'Éducation nationale, et d'ailleurs qui a été édictée au moment de la rentrée, puisque si vous vous référez à la position qui était défendue par le prédécesseur de M. Gabriel Attal, eh bien, il avait une autre position qui était précisément d'avoir une interdiction ou une autorisation sous condition. Et cette autorisation sous condition, c'est précisément le fait que l'abaya pouvait être portée. Il n'a pas fait de circulaire, il n'a rien dit. Il a pris la parole. Et il a donné son avis. Il a donné son avis, mais il avait tort. Alors, vous avez non seulement... Ça n'avait pas de valeur juridique. Non seulement il avait donné son avis, mais c'est un avis qui a été verbalisé dans notamment une annexe qui accompagnait un acte en date de novembre 2022 et qui spécifiait bien que, effectivement, vous avez la loi de 2004 qui prohibe le port de tenues et de signes qui seraient ostensiblement religieux. Et vous avez une circulaire d'application qui accompagnait la loi de 2004 et qui prévoit notamment que vous avez des signes religieux qui sont manifestement et par nature religieux, par exemple la kippa, par exemple la croix, notamment la croix catholique. Mais en revanche, s'agissant de plusieurs signes dont l'abaya, eh bien, on a considéré, et le pouvoir réglementaire avait considéré qu'il ne s'agissait pas de signes religieux. Juste une chose pour vous. Attendez. Vous aviez déjà... Attendez, Christophe, une chose à clarifier. Vous dites l'abaya, dans votre plaidoirie, l'abaya n'est pas un vêtement religieux. L'abaya n'est pas un vêtement religieux, mais déjà, pour répondre en tout cas à ce qui a été indiqué tout à l'heure, vous avez simplement l'état du droit existant qui était précisément de considérer que, en l'absence de caractère religieux par principe, il appartenait au chef d'établissement de prendre en considération le comportement de l'élève, comme on peut d'ailleurs le faire pour d'autres signes, dont le bandana. Et si vous voulez, de façon un peu spectaculaire, on a vu en fait un total tête-à-queue par rapport à cette position qui était notamment défendue par M. Papa Ndiaye. Et vous avez aujourd'hui un ministre de l'Éducation nationale qui change complètement de position sans pour autant qu'on en comprenne véritablement les raisons. Mais vous dites l'abaya n'est pas un vêtement religieux. Vous dites également qu'on a pu voir des gens qui ne sont pas musulmans, des filles qui ne sont pas musulmanes, porter des abayas. Vous en avez vu beaucoup?
Alors, nous avons un ensemble de témoignages de jeunes femmes, puisque ce sont essentiellement des jeunes femmes, évidemment, qui sont concernées par la mesure et qui décrivent des vêtements qui ne sont pas des abayas et qui, pour autant, ont fait l'objet de contrôles. Oui, mais là, je vous parle des abayas. Vous défendez, en tant qu'avocat, l'association Action, droit des musulmans. Ce sont bien des musulmans aujourd'hui qui vous demandent de défendre la possibilité de porter l'abaya à l'école. Après, l'association Action, droit des musulmans lutte contre toutes les discriminations. Et en l'occurrence, s'agissant du port de l'abaya, vous aviez la question qui était évidemment centrale, c'est que précisément cette interdiction concourait aussi à un discours qui pouvait être un discours dirigé contre des personnes de la communauté musulmane, et c'est la raison pour laquelle aussi elle a entrepris ce discours. Mais simplement, enfin ce recours. Mais simplement, s'agissant des arguments que nous avons fait valoir, il y a des arguments qui sont liés aux libertés fondamentales, qui sont directement atteintes par cette interdiction de principe et absolue de l'abaya, dont le principe de vie privée, dont le principe de liberté personnelle, qu'on demande aujourd'hui de voir tranché par le Conseil d'État. Et en complément par rapport à ce que vous indiquez par rapport au caractère religieux ou non de l'abaya, on s'est notamment conformé à l'avis qui avait été rendu par le CFCM, qui a bien considéré qu'il s'agissait non pas d'un vêtement religieux par principe, mais d'un vêtement traditionnel. Mais qui n'est pas, on va pas revenir là-dessus, mais qui n'est pas une autorité religieuse. La conférence des imams de France a jugé l'inverse. Il a rappelé que c'était effectivement à l'évidence et reconnu comme tel un vêtement religieux. Mais j'ai du mal à comprendre cet argumentaire qui semble un peu bancal, un peu spécieux. Comment un vêtement non religieux ou son interdiction, comme dans le cadre d'un règlement intérieur, peut heurter une association confessionnelle. Il y a vraiment une contradiction dans la démarche même. Mais tout simplement parce que je vous ai déjà répondu, c'est-à-dire que c'est pas forcément le sens des arguments que nous avons fait valoir devant le Conseil d'État, parce que les arguments que nous avons fait valoir devant le Conseil d'État, ils sont de plusieurs sortes. Vous avez l'atteinte à la vie privée, vous avez l'atteinte à la liberté personnel. Vous avez également l'atteinte à un principe qui doit être fondamental, à savoir celui de l'accès à l'éducation, parce que vous avez aujourd'hui des élèves qui ont été privés de la possibilité de rentrer normalement les mêmes le 4 septembre. Moment de la loi de 2004, et vous avez également le principe de non-discrimination. Oui, mais ce qu'en fait, si vous voulez, la question qui est centrale, notamment par rapport à cette loi 2004, qui n'est pas remise en cause fondamentalement. Ce qui est remis en cause, c'est l'évolution de position de la part du ministère de l'Éducation nationale, qui encore une fois bascule d'une appréciation qui est une appréciation au cas par cas en fonction notamment du comportement de l'élève à une interdiction par principe et absolue de l'abaya qui est considérée comme étant un vêtement religieux. Il est bien évident qu'en plus, si vous voulez, aujourd'hui, elle est revendiquée comme un vêtement religieux. Elle n'est pas considérée comme. Elle est revendiquée comme. Elle n'est pas nécessairement revendiquée comme étant un vêtement religieux. Mais c'est dans ce contexte-là, parce que les arguments qu'on a pu lire dans certaines fuites, c'est des arguments du ministère, c'est de dire le vêtement, il est utilisé dans un contexte. Et d'ailleurs, vous évoquez la loi de 2004 qui ne vous pose pas de problème. Moi, je me souviens encore des débats de l'époque. C'était exactement les mêmes qu'on a aujourd'hui, parce que la loi n'interdisait pas la croix, la main de Fatima. Elle les interdisait du moment où ils étaient ostentatoires. Et il y avait tout un débat qui était comment on va reconnaître quand c'est ostentatoire ou pas, si on a une petite main cachée ou pas. Et on voit très bien, et déjà à l'époque, entre la croix, je sais pas, portée par Madonna et la croix ostentatoire dans la cour d'école, il y avait entre guillemets pas photo. Et là, j'ai l'impression qu'on refait exactement le même débat, que c'est une question de contexte. Et justement, alors on va pas refaire le débat qui a eu lieu cet après-midi, mais qu'est-ce que vous répondez à l'argument du gouvernement qui dit mais c'est une question de contexte, c'est le contexte du port du vêtement qui indique si c'est religieux ou pas. Mais encore une fois, en fait, si c'était exclusivement une question de contexte, ça signifierait qu'on aurait pu rester en l'état du droit antérieur. Mais c'est l'état du droit antérieur, c'est la loi de 2004. Ce que je vous dis, l'état du droit antérieur, effectivement, c'était toujours la loi de 2004, mais c'était, encore une fois, s'agissant de l'abaya, de considérer que puisque ce n'était pas un vêtement par nature religieux, on devait prendre en considération le comportement de l'élève. Je termine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est fait abstraction du comportement de l'élève pour finalement, par principe, faire peser une interdiction d'abaya comme étant un vêtement qui ne pourrait pas être porté. Mais sauf que, je veux dire, on voit bien en réalité que ça va viser nécessairement certaines populations. Ce qui a changé depuis le moment où l'abaya ne se posait pas, c'est pas la position ministérielle, même si en effet il y a eu un double tête-à-queue, Blanquer, Papendiaï, Attal, ça s'appelle la politique. Ce qui a changé, c'est l'action des prêcheurs islamistes et des influenceurs sur les réseaux sociaux pour dire aux jeunes filles, affirmez-vous comme musulmanes à l'école,
mettez une abaya. C'est eux qui ont donné une force religieuse, militante, prosélyte à ce vêtement qui peut-être au départ n'était que traditionnel, mais qui est devenu un outil, une munition islamiste pour briser la loi de 2004. Donc évidemment, l'autorité de l'État administrative, le ministère, en tient compte, le contexte a changé, c'est devenu une arme islamiste, il faut l'interdire. Après, ce sont des considérations qui sont des considérations purement politiques. Mais vous les avez vus, les prêcheurs, ce week-end, les influenceurs, dire aux jeunes filles, contournez la loi, allez-y, provoquez, vous l'avez vu. Allez-y, mais vous avez toute la liberté d'une prise à partie qui est essentiellement politique. Nous, en tout cas, ce que nous avons entrepris, encore une fois, c'est un recours juridique. Un recours pour contester une mesure d'interdiction en fonction de motifs qui étaient suffisamment sérieux pour pouvoir justifier un débat de 1h45. L'association que vous présentez n'a pas de visée politique. Il peut y avoir un débat, je veux dire, purement politique sur ce que peut éventuellement signifier l'abaya, mais par exemple, la question qui se posait encore une fois, c'était le fait de savoir si on devait présumer du port de l'abaya une appartenance religieuse. Je veux dire, il suffit de voir que, si vous voulez, vous avez quand même un vêtement qui peut être aussi répandu, de façon assez globale, sans pour autant qu'il soit. Mais vous dites attaché qu'il y a un risque, il y a un risque musulmane. de profilage ethnique et religieux. En gros, que l'on cible précisément telle ou telle personne de bien par évident, sa religion. parce que puisque c'est un signe religieux, oui. Mais si Madame Dupont, non. mais je veux dire, Effectivement, mais je veux dire de façon extrêmement concrète, je veux dire, si Madame Dupont se présente avec une abaya, est-ce que vous croyez véritablement qu'au sein du chef d'établissement, on va considérer que c'est un signe religieux par principe et faire peser une présomption? Mais bien sûr, on peut et avoir par quelques souci doutes. d'égalité, comme l'ont tous les chefs d'établissement, il n'y aura pas de discrimination. Mais on voit parce qu'elle s'appelle véritablement. Dupont, qu'elle est blonde. Après, c'est un soutien d'autorité, mais on voit bien que même par rapport aux différents témoignages qui ont d'ores et déjà pu être verbalisés et qui ont d'ores et déjà pu être documentés d'ailleurs, et c'est ceux qu'on a produits notamment à l'appui du recours, on voit que ce sont les mêmes populations qui sont systématiquement visées par la mesure d'interdiction. Parce que c'est un habit religieux, tout simplement. Où sont vos catholiques en abaya? Où sont vos bouddhistes en abaya? Où sont vos juifs en abaya dans les écoles? Montrez-les-nous. Faites venir sur les plateaux des centaines de jeunes filles qui disent « Mais je suis jamais été musulmane, j'adore l'abaya ». Vous avez également toute une documentation qui témoigne du fait que c'est un vêtement qui peut être considéré comme étant un vêtement purement traditionnel. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait notamment de l'avis du CFCM, qui est quand même une association qui pourtant a été reconnue et qui est un avis qui est particulièrement documenté. Le Conseil français du culte musulman, qui n'est encore une fois pas une autorité religieuse. Ça n'est pas une autorité religieuse. C'est pas une autorité religieuse, mais en attendant, c'est quand même une autorité. C'est une autorité politique. C'est une autorité, en tout cas une association qui maîtrise les sujets dont elle parle et de fait et figure parmi les premiers conseils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, on viendrait dire, au mépris aussi du devoir de neutralité qui pèse sur l'État, qu'on viendrait substituer finalement l'avis notamment formalisé par le CFCM par l'avis qui est exprimé par le ministère de l'Éducation nationale. Bien sûr, ça s'appelle la démocratie représentative. Et à ce moment-là, vous faites. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que vous faites complètement abstraction, vous par exemple, parce que tout à l'heure vous parliez du caractère politique, du fait que c'était pas la position défendue notamment par Pape Ndiaye, c'était pas non plus le fait. Enfin, et le fait, par exemple, un autre exemple que ça intervienne étrangement au moment de la rentrée scolaire, c'est quand même là que le problème se pose. Dans le cadre d'annonce globale. Non, c'est-à-dire que le remaniement a eu lieu en juillet. Oui, le remaniement a eu lieu en juillet, mais c'est-à-dire que vous voyez, on peut pas non plus avoir une appréciation de la politique qui soit une appréciation, si je puis dire, à géométrie variable, suivant ce qu'on veut bien retenir. Mais attendez, vous, c'est-à-dire que vous, dans l'avis qui était formalisé, l'interdiction qui était formalisée par Gabriel Attal au moment de la rentrée scolaire, alors qu'il y a bien d'autres sujets qui devraient entraîner priorité, vous considérez finalement que l'abaya est un sujet à ce point central qui devrait occulter tout le reste du débat public. Non. Moi, si vous voulez, c'est pas. Il n'occulte pas, voyez, parce que tous les syndicats disent n'oubliez pas les postes, n'oubliez pas les salaires. On a passé une semaine dessus, on a mais passé une semaine à discuter de la Ça s'appelle la politique et c'est comme ça depuis toujours. Il y a des symboles et puis ça n'empêche pas le reste des dossiers économiques et sociaux de faire leur chemin. Mais sauf en vous écoutant, on n'aurait pas fait la loi de 1905. Mais sauf que la légitimité de l'interdiction doit forcément s'apprécier au regard aussi des circonstances politiques dans lesquelles elle peut être. C'est pour ça que si en 2027, il y a une majorité, la France insoumise à l'Assemblée nationale, ils feront des textes de loi qui iront dans votre sens, parce que la démocratie aura tranché. Vous parlez d'une intervention du pouvoir législatif et pas du pouvoir exécutif et donc pas du pouvoir réglementaire. Administration, législative, le gouvernement et l'émanation de la majorité. On voit bien, enfin, si vous voulez, on voit bien quand même la difficulté. Et de toute façon, d'ailleurs, il y a un certain nombre de cas qui ont été relatés
d'élèves qui notamment portaient des vêtements qui pouvaient être des vêtements amples et qui pour autant se sont vus opposer Absolument. une On a eu interdiction. des témoignages effectivement hier. Moi je veux dire, je ne l'invente pas. Non seulement ça a été relayé d'un point de vue médiatique, et c'est aussi des témoignages dont a pu être rendu destinataire l'association. Mais justement, la présidente de vous l'association avez, que vous représentez, Maître, dit aujourd'hui que depuis 48 heures, même un peu plus, elle a au téléphone sans arrêt des familles et des enfants. Ce sont des enfants qui sont traumatisés. Qu'est-ce qu'ils racontent, ces enfants-là? Ils racontent en fait les circonstances dans lesquelles ils ont pu accéder à leurs établissements au moment de la rentrée scolaire. Et ils racontent finalement qu'en dépit de l'annonce qui avait été faite de privilégier une forme de dialogue entre les élèves et les chefs d'établissement, que c'est une posture d'autorité qui leur était affirmée, et avec en plus des conditions qui pouvaient être des conditions extrêmement vexatoires, parce qu'on a isolé certaines élèves qui pouvaient pénétrer dans ces établissements en considérant uniquement en fonction de considérations purement extérieures, et ce alors même que, encore une fois, on ne définit pas l'abaya, qu'il s'agissait par principe d'un signe qui peut être considéré comme étant ostensiblement religieux, et plutôt que de dire, tiens, logique de dialogue, tenter de faire comprendre aussi les raisons pour lesquelles on a fait évoluer la réglementation, eh bien, au contraire. Mais le dialogue, Maître, il a fonctionné. Quand on regarde les chiffres donnés par Gabriel Attal aujourd'hui, ça concerne la journée d'hier, la journée de la rentrée, 298 jeunes filles se sont présentées en abaya, 67 ont refusé de l'enlever, d'après les chiffres du ministère. Ça montre bien que quand il y a dialogue, quand il y a explication de la décision qui a été prise, finalement, l'abaya est retirée. Mais il faut véritablement regarder les circonstances dans lesquelles ça a pu être fait, parce que vous avez aussi tout le reste de fait qui a refusé. Il faudrait examiner quand même les conditions dans lesquelles, de mémoire c'est 70. Donc vous voyez, c'est pas non plus un chiffre qui est complètement négligeable, c'est quand même un chiffre qui est considérable. Et encore une fois, les témoignages qui ont pu être communiqués, notamment aux associations que nous avons représentées dans le cadre du Conseil d'État, font précisément état de la dureté avec lesquelles elles ont pu être traitées par les établissements lorsqu'elles ont pénétré dans tel lieu. Les témoignages, on va quand même le préciser, n'ont pas été vérifiés. Ce sont des témoignages que vous produisez. Personne n'est allé voir si elles disent la vérité. Les témoignages que nous produisons n'ont pas été vérifiés. Sont parfaitement vérifiables, puisqu'en fait, ils ont été produits non seulement à la formation du Conseil d'État, mais également aux représentants du ministère de l'Éducation nationale. Oui, par des militants. Les noms, les prénoms. Oui, par des militantes. Et par des militantes. En fait, ce qui me frappe. Je veux bien. Mais militantes, en fait, vous êtes dans une application, une appréciation qui est en fait de principe. Vous considérez, sans même les connaître, vous considérez qu'ils sont nécessairement des militants. Moi, je vous dis simplement que dans les éléments que nous avons produits, il y a notamment le fait que ce sont plusieurs témoignages de personnes qui ont été privées de la possibilité de pouvoir pénétrer en ces lieux. Et encore une fois, le ministère de l'Éducation nationale a aujourd'hui tous les moyens pour pouvoir précisément identifier ces personnes, puisqu'il a les coordonnées, il a les numéros de téléphone qui lui permettent largement de pouvoir déterminer si ce que nous avons décrit à l'appui de notre requête et ce qui est décrit dans les témoignages est ou non caractérisé. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, je suis pas un représentant politique. Moi, je viens simplement pour présenter la requête que nous avons introduite devant le référé liberté et vous expliquer les raisons pour lesquelles il peut exister un débat. Moi, je veux bien, si vous voulez, que finalement, aussi à la lumière d'une position qui pourrait être exprimée sur ce plateau, finalement, on vienne neutraliser tout débat. Mais je vous le dis, en fait, c'est une question qui est extrêmement complexe. Et sur la distinction, je veux dire, si jamais il y avait une position d'unanimité quant au caractère parfaitement religieux de l'abaya, je peux vous garantir qu'on n'aurait pas passé 1h45 de débat devant les juges de référé du Conseil d'État. C'est la grandeur de notre État de droit d'être complexe et d'étudier la complexité. D'ailleurs, ne croyez-vous pas, Maître, qu'il vaut mieux être musulmane dans une république laïque comme la France que dans une république islamique comme l'Iran ? Mais encore une fois, là, vous êtes sur un débat qui est un débat de valeur. Moi, je suis sur un débat juridique. C'est bien notre différence. Mais si vous voulez, c'est absolument pas notre différence, parce que moi, je suis profondément laïque, je suis profondément républicain. Et je ne supporte pas qu'on puisse remettre en cause à la fois, les engagements républicains et laïques que j'ai. Et si vous voulez, même par rapport aux conditions dans lesquelles nous avons exercé ce recours, c'est précisément la force de notre démocratie que de pouvoir justifier de la possibilité de pouvoir exercer des recours devant des hautes juridictions, précisément pour que ce débat soit tranché de façon contradictoire. Parce que, simplement, je complète le propos en vous disant, ce qui a été extrêmement mal reçu aussi sur cette interdiction de l'abaya, c'est qu'en plus, il n'y a même pas véritablement eu de phase de concertation avec un certain nombre d'associations, avec des représentants, pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles on pouvait considérer qu'il y avait éventuellement une espèce, encore une fois, de présomption qui devrait peser
porter sur le caractère religieux. C'est-à-dire que je trouve que dans la manière dont a été édictée cette interdiction, on retrouve quand même une logique extrêmement verticale qui a aussi fait l'objet des débats que nous avons eu devant le Conseil d'État. Donc c'est pour ça que, encore une fois, moi je me garde... On arrive au bout, maître. Pardon, on arrive au bout. Le patron de Lidl nous attend. Rentrer dans un débat qui est politique, puisque, encore une fois, nous, ce que nous demandons au Conseil d'État de trancher, c'est véritablement le point de savoir si, oui ou non, il y a eu des atteintes à la liberté fondamentale et si elles sont manifestement illégales au regard, encore une fois, de cette évolution qu'on ne comprend pas dans la position de Gabriel Attal et du fait que vous avez un certain nombre d'autorités qui reconnaissent le caractère Réponse traditionnel dans les 48 heures Dans de les la 48 part heures. du Conseil d'État, avec un risque, de fait, Christophe Barbier, en un mot, un risque aussi pour le gouvernement et pour le ministre Attal. Bien sûr, mais moi je pense que la jurisprudence du Conseil d'État, notamment des arrêts sur le bandana, eh bien, protège ce qui a été décidé par le ministre Attal. Mais le bandana, c'est un excellent exemple, parce que le bandana, mais simplement, je termine, excellent exemple, parce que le bandana, précisément, est un signe pour lequel on a estimé qu'on devrait prendre en considération le comportement de l'élève. Donc il n'y a pas de présomption. Ça a été un Vous voyez bien détournement. toute la difficulté. Donc il pourrait y avoir parfaitement une jurisprudence de la même manière pour le bandana. Merci Maître Brengard d'avoir été l'invité de 22h max ce soir. Merci à Merci à vous vous. d'avoir été sur ce plateau.